bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Romain Grandjean, fondateur de l'agence 35 degrés Nord, qu'il a fondée en 2012. Que fait alors cette agence? J'espère qu'un jour, elle sera votre partenaire stratégique. Romain Grandjean, bonjour. Bonjour Camille, merci pour votre invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez donc créé au cœur de Paris une agence dédiée au continent africain. Et au sein de cette agence, vous disposez d'un China Desk. Quels objectifs poursuivez-vous avec ce projet alors? Des objectifs d'être pionnier tout d'abord. C'est ce qu'on a voulu faire en 2012 en ouvrant cette agence de communication qui s'appelle donc 35 degrés Nord et qui intervient sur des sujets relatifs à l'Afrique. Alors en 2012, quand on a débuté, c'était des sujets entre la France et l'Afrique, entre la Belgique et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur à l'Est qui était extrêmement important sur le continent africain, un acteur majeur. Et puis il nous a fallu quelques années pour nous rendre compte qu'il fallait qu'on adresse cet acteur, qu'on l'étudie, qu'on le cartographie et qu'on aille les voir aussi en Chine. C'est de là qu'est né ce projet de China Desk, c'est-à-dire une équipe de consultants et de consultantes qui sont franco-chinois, franco-chinoises, et qui interviennent pour assister les entreprises chinoises qui sont en Afrique. Assister les entreprises chinoises qui sont en Afrique. Il y en a 4000 en Chine, 4000 sur le continent africain, pardon. 4000 acteurs et opérateurs chinois qui sont sur le continent africain. C'est beaucoup. C'est énorme même. Énorme dans des secteurs que vous connaissez. Le secteur extractif, les mines, les infrastructures, le BTP, les télécoms, sur tous les secteurs stratégiques qui font la croissance du continent africain. Donc ce sont plutôt des acteurs qui œuvrent dans le domaine industriel et de la télécommunication. Industriel, les mines, beaucoup de mines, le secteur beaucoup extractif. De mines. Oui, effectivement. Et de plus en plus, quelque chose d'intéressant, c'est de la transformation locale. Avant, on prenait le minerai et on l'exportait et on le transformait en Chine. Maintenant, ça ne se fait plus, et tant mieux. Les opérateurs chinois et les acteurs chinois transforment de plus en plus les matières sur place. Ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est une question de coût? C'est une question de coût, c'est une question aussi de régulation. Les États dans lesquels les opérateurs agissent demandent cette première transformation. C'est tout à fait normal. Est-ce que c'est parce que ces États-là, où sont installées ces entreprises chinoises, veulent que ces entreprises chinoises contribuent à la création d'emplois? C'est ce qu'on appelle... C'est essentiellement ça? Oui, c'est ce qu'on appelle le local content. Vous devez réserver une part de votre production localement. Ça me semble tout à fait normal. Les opérateurs en Chine le font, en France ils le font aussi, pourquoi pas en Afrique. Voilà. Dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses à accompagner et à structurer, notamment la communication. En Chine, il y a souvent une logique, allez j'y vais, de propagande. C'est-à-dire que la communication n'est pas une communication de pédagogie. En dehors de Chine, vous avez besoin de transformer cette logique de propagande et de la transformer en logique d'explication, de pédagogie. On va y revenir, parce que c'est très très important. Une entreprise chinoise, Camille, je prends un exemple. Elle ne peut plus arriver dans n'importe quel pays, comme une entreprise française d'ailleurs, produire, extraire et repartir. Vous devez investir, vous devez transformer et vous devez expliquer. Ça, c'est très important. Vous devez expliquer ce que vous faites les choses bien et que vous faites les choses aussi bien que les autres. Mais les entreprises chinoises n'expliquaient pas assez ce qu'elles faisaient? Non, madame. Non? Elles n'expliquaient pas assez ce qu'elles faisaient et ça, c'est dommage. Et je pense que ça les empêchait de réussir à un moment donné. Parce que ça crée des malentendus, voire des conflits, non? C'est pas ça? Ça crée tout à fait des malentendus, du doute et ça crée aussi de la suspicion. Quand vous ne communiquez pas ou quand vous ne communiquez pas assez, vous créez un vide. D'autres peuvent communiquer à votre place et si vous êtes caché sous la table ou sous la moquette, tout le monde pense que c'est vous le fautif. Et donc nous on dit à nos clients, qu'ils soient chinois ou internationaux, vous devez aussi avoir votre part d'explication. Vous devez aussi communiquer. Il ne s'agit pas d'être présent tout le temps sur toutes les télévisions du monde, notamment sur Mandarin TV. Peut-être un peu, mais pas tout le temps. Il faut en tout cas expliquer ce que vous faites, expliquer votre démarche, expliquer votre approche. Si vous expliquez ça, vos parties prenantes, les autorités, les opinions publiques, les médias, n'ont aucune raison d'avoir de la suspicion ou du doute.
En gros, en fait, ce que vous proposez à ces entreprises chinoises ou françaises installées à l'étranger, c'est de leur apprendre à communiquer. Est-ce Oui. bien ça? L'art de la communication. Oui, alors vous avez raison, Camille, c'est un art. Moi, je pense Ouais, que c'est un art. Mm. C'est un art abstrait, c'est un art qui a des méthodologies, qui a des approches très spécifiques, qui a des outils particuliers. Sur la communication, vous n'êtes jamais sûr du résultat. Vous avez aussi vous avez aussi une part d'incertitude que vous devez calculer. Et je sais que pour les opérateurs chinois, cette incertitude-là, elle est compliquée à accepter. Mon job, mon métier, c'est d'aller voir ces opérateurs chinois et de leur dire, vous devez accepter cette part d'incertitude, elle est crédible pour vous. Si vous opérez en Afrique, sur le continent, ne vous attendez pas à ce que ce soit uniquement promotionnel, uniquement publicitaire. Vous devez accepter cette part d'incertitude. Elle est gage de crédibilité et de légitimité. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Le chemin est rude, hein. Le chemin est long et la pente, est rude. Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser à cette stratégie de communication? Oui, pas assez, mais je fais de mon mieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Souvent, ce sont des entreprises chinoises qui sont confrontées à des crises. C'est quand elles sont confrontées à des crises qu'elles font appel à vous. Camille, c'est trop tard. C'est trop tard. Trop tard, ouais. Parce qu'il y a des crises, il y a des dégâts qui sont irréparables, on va dire. Ouais. Et lorsque vous avez peu communiqué, lorsqu'il y a du doute, de la suspicion et un trauma, une crise, c'est toute la Chine qui prend. C'est tous les opérateurs, c'est toute la chaîne chinoise qui prend. J'imagine. Qui prend dans la figure. Et là, on confond tout. Et là, on fait des amalgames. Et là, on dit, c'est pas cet opérateur, de toute façon, c'est les Chinois ou c'est les Français. Et là, on est perdu. Donc moi, je dis, n'attendez pas la crise. La crise, elle peut être industrielle, elle peut être environnementale. Ça arrive, il y a des risques industriels majeurs que vous pouvez anticiper, que vous devez anticiper. Plus tôt on peut arriver, plus tôt on va préparer les opinions publiques et les médias, plus on va éviter les effets de la crise. On ne pourra jamais éviter une crise, Camille, et je n'ai pas la prétention de ça. En revanche, préparant, anticipant, eh bien là, on peut réussir à en limiter les impacts. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples concrets montrant que grâce à votre stratégie de communication, vous avez aidé des entreprises, qu'elles soient chinoises ou françaises, à anticiper les risques? J'en ai des dizaines. Alors, des dizaines. Des exemples de réussite, on va dire. Des exemples réussis. Bravo. Ou des exemples de trauma sur lesquels on n'a pas réussi parce que la crise est trop forte, parce que les fondamentaux de la crise sont trop ancrés et sur lesquels la communication ne peut rien faire. Vous savez, la communication, ce n'est pas de la cosmétique, ce n'est pas du mensonge. Si le sujet n'est pas bon, si la confiance n'est pas là, vous avez beau communiquer, vous n'y arriverez pas. Il faut que la relation de confiance entre les opérateurs chinois, français, peu importe, italiens, et leurs parties prenantes, c'est une histoire à long terme, c'est une histoire au long cours, c'est une histoire de confiance. Vous devez rechoisir l'autre à chaque fois. Le problème, c'est que la crise casse tout dans ces cas-là. Donc nous, on accompagne nos clients en amont en disant « Monsieur, madame, vous ne pouvez pas uniquement avoir besoin de communiquer quand vous êtes en crise. C'est trop tard. Vous devez préparer les fondamentaux, anticiper, peut-être analyser ou prévoir des scénarios qui vont se dérouler. Quels sont mes risques? Quels sont mes interlocuteurs? Quelle est la chaîne de décision dans l'entreprise? Est-ce que ça se fait au niveau local ou est-ce qu'il faut en référer à Pékin, à Paris, peu importe, mais vous devez préparer ça. Plus vous allez préparer ça, c'est un peu comme un journal télévisé, hein, plus vous allez avoir des réflexes immédiats sur lesquels vous allez pouvoir avoir de l'impact immédiatement. On sent que vous êtes passé dans l'art, vous êtes passé maître dans l'art de communiquer. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi vous vous sentez légitime pour communiquer, pour enseigner l'art de la communication? Alors, je vous remercie. Camille, je vais vous faire une confidence. J'ai commencé à votre place, c'est-à-dire en tant que journaliste. La communication et le journalisme, c'est souvent les mêmes approches, les mêmes réflexes, les mêmes méthodes. Ce n'est pas les mêmes audiences. Vous vous adressez à des millions de personnes sur Mandarin TV. Moi, je m'adresse à quelques personnes. Mais les réflexes doivent être les mêmes. Un angle, un sujet, un chiffre, vérifier,
Ça me revérifiez. rappelle mes cours. Ça vous rappelle. Non, Je vous excusez-moi. apprends rien. Un angle, oui, c'est ça. Et j'ai fait plusieurs années de conférences de rédaction où je devais arriver avec une proposition de sujet et surtout des angles. C'est ça, Comment des veux-tu angles. traiter le sujet? Ben oui, quel est le meilleur angle? Et si j'avais pas le bon angle, je sortais de la pièce. Alors Bien quand sûr. j'en avais marre de sortir de la pièce, à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même travailler un peu mes angles. En On communication, est d'accord. c'est la même chose. C'est-à-dire comment vous faites pour accompagner votre client sur ces sujets. Il ne s'agit pas de dire mon yaourt est le meilleur, ma voiture est la meilleure, mon téléphone est le meilleur. Il s'agit de placer ces sujets dans un contexte éditorial. L'essor de la digitalisation sur le continent africain. Ah, ça m'intéresse. La sous-nutrition ou la nutrition infantile. Ah, ça m'intéresse pour le meilleur yaourt. Ou l'essor de la mobilité urbaine. Ah, ça m'intéresse pour les voitures ou l'industrie automobile. Vous savez, Camille, les journalistes et les communicants, même si les journalistes ne sont pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, ils ont souvent les mêmes réflexes. C'est-à-dire, il leur faut un sujet, il leur faut un angle, il leur faut des chiffres, il leur faut aussi quelque chose pour incarner ce sujet. Et c'est là où La notre mise rôle en est perspective. La mise en perspective. Voilà, Et c'est là où notre rôle il est important, c'est d'aller convaincre des opérateurs chinois notamment. Ça, c'est extrêmement C'est pas difficile. évident, C'est hein. pas évident, Camille. C'est pas évident Comment parce que vous faites alors, Romain? Vous parlez chinois? non, malheureusement. Alors, comment vous C'est faites de alors là- pour parler aux Chinois? Eh bien, c'est là où vous avez cité ce China Desk que nous avons monté. C'est ça, C'est-à-dire ces 4 personnes qui sont chez nous et qui sont chinois ou chinoises. 4 Chinois. 4 et... chinois, ouais. exactement. Et eux, ils sont multiculturels, multilingues. Ils sont plus français que moi et ils sont plus chinois que vous. Ils ont cette force-là. Et à partir du moment où vous avez ces équipes-là, mais il ne peut rien vous arriver en fait. Parce qu'eux arrivent à convaincre ces opérateurs chinois de dire, à un moment donné, il faut que vous vous exprimiez. Je ne vais pas vous laisser sur un plateau de télévision comme ça tout seul, je vais vous aider. Je vais vous donner des clés, des outils, de la méthode. Je vais vous entraîner. Le journaliste ou la journaliste, elle n'est pas forcément hostile, a priori. Elle n'a rien contre vous. Simplement, vous ne pouvez pas arriver uniquement en lui proposant votre soupe, en lui proposant votre marketing, en lui proposant votre promotion, en lui proposant votre propagande. Vous devez aussi replacer l'information dans un contexte. Et à partir du moment où vous êtes avec une intégrité légale, que vous faites les choses bien, que vous êtes engagé de ce que vous faites et que vous faites preuve de transparence, le journaliste, il vous suit. C'est une personne comme une autre. Alors ce réflexe-là, il n'est déjà pas évident en Occident et en particulier en France, et en Chine, parfois... C'est encore plus difficile C'est ou... encore plus difficile. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que, évidemment, les circuits de décision sont peu identifiés. Est-ce qu'une opération à Kinshasa ou à Conakry a la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir communiquer? La réponse est non. Vous rajoutez à ça des aléas géopolitiques ou des relations entre la France et la Chine ou entre la Chine et certains pays qui, en dents de scie, parfois, eh ben, ça complexifie beaucoup l'équation. En fait, votre métier est plutôt difficile, voire très difficile. Mon métier, il repose sur une science inexacte. J'aimerais être journaliste comme vous, avec un timing millimétré à la seconde. Mon métier, il repose sur de la relation. Et la relation, ce n'est pas une science exacte. La relation, vous devez l'alimenter, vous devez avoir confiance, vous devez vous pencher vers les autres. Et la relation, elle peut, en 3 secondes, être effacée. Elle met 3 ans à être construite et en 3 secondes, elle peut être effacée. Exactement. Et si vous rajoutez un paramètre culturel dans cette relation, ça devient très compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire, Camille. Et donc c'est pour ça que moi, mon métier, ça me plaît de le faire. Est-ce que vous êtes, on va dire, l'une des rares agences qui existent sur le marché français? Alors, il y a beaucoup d'agences Mais je veux dire, dans votre métier, hein, parce que vous communiquez entre chinoises, françaises et africaines. Est-ce que c'est assez rare? Vous avez peu de concurrents. J'ai utilisé le terme de pionnier au début, en 2012, c'est ça, j'ai entendu. En se mettant sur ce positionnement entre la France et l'Afrique. Je pense que nous avons été pionniers également à se positionner entre la Chine et l'Afrique. J'étais en Chine il y a quelques semaines et j'ai parlé à des interlocuteurs qui m'ont dit « mais c'est la première fois que je vois ce type d'agence qui existe, ce type d'acteur qui existe ». Vous étiez où alors? J'étais à Pékin, à Beijing, à Shanghai et à Shenzhen. Voilà, alors, 3 villes. Donc, aujourd'hui, vous êtes plus confiant, je sais pas, parce que, bon, à travers les réactions de vos clients que vous avez rencontrés dans ces 3 villes, enfin, je veux dire, quel est votre ressenti alors finalement? Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance, malgré les aléas. Ça veut dire que je pense que ces malentendus dont vous parliez tout à l'heure reposent soit sur de l'ignorance,
soit sur un manque de confiance, mais ce n'est pas des choses rédhibitoires. On peut tous faire en sorte d'améliorer les choses. Simplement, ça ne se fait pas comme ça. Non. Ça se fait sur le long terme. Et puis surtout, ça se fait au moment où tout va mal, en fait. C'est au moment où tout va mal qu'on peut construire quelque chose. Celui ou celle qui a été présent au moment où tout va mal, il a plus de chances de s'en sortir quand tout va bien. Moi, c'est ça que je vise. C'est de dire, au moment où c'est un peu dur dans la relation entre la France et la Chine, on est à l'aube du 60e anniversaire de la relation. C'est ça. Je dois être là au 59e anniversaire, en fait. Vous voyez, c'est très symbolique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, on n'attend pas le 60e anniversaire pour exalter la relation. Il faut l'entretenir. Il y aura un beau 60e s'il y a eu un 58e et un 59e. Exactement. Voilà, vous avancez pas à pas et à chaque fois sur des bases déjà, on va dire, solides et renforcées. Oui, elle se renforce tout le temps par la relation. Quand je me suis rendu en Chine il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer des opérateurs publics ou privés. Tous, ils sont volontaires. Ce que j'ai vu à Volontaires. Oui. Mais c'est déjà, je veux dire... la moitié du chemin est fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Ouais. Ce que j'ai vu à Pékin m'a vraiment bouleversé. J'ai vu, ça faisait 3 ou 4 ans que je n'étais pas allé en Chine, j'ai vu un tourisme national extrêmement fort dans tous les bâtiments, dans tous les lieux que j'ai pu visiter. J'ai vu des sauts technologiques extrêmement importants, notamment sur de la fintech, c'est-à-dire sur cette capacité à payer. Vous n'avez plus de carte bleue finalement ou carte Visa, vous n'avez plus ça, vous avez WePay ou WeChat Pay ou Alipay, des choses comme ça. Et c'est les mêmes réflexes sur le continent africain. Vous avez beaucoup de leapfrog, c'est-à-dire cette capacité de sauter des technologies. En Afrique, vous l'avez dans les télécoms. Oui. En Afrique, vous l'avez aussi sur la fintech, c'est-à-dire sur cette capacité à allier télécom, banque et paiement. C'est les mêmes réflexes qu'en Chine. Je pense même qu'on sautera en Chine la partie où on sautera l'étape de la langue anglaise. On restera sur le chinois, sur le mandarin ou sur les dialectes et on utilisera une intelligence artificielle pour traduire en temps réel. Et bien sûr qu'il faut faire ça. Bien sûr qu'il faut faire ça. Et est-ce que vous faites un tri parmi les entreprises chinoises installées en France ou en Afrique par rapport, on va dire, est-ce que vous faites un tri par rapport à leur secteur d'activité ? Je vois beaucoup en ce moment en France arriver l'entreprise, le secteur automobile. Je pense qu'il y a quelque chose Ils sont une vingtaine peut-être. Oui, alors là où je considérais, Camille, qu'avant il y avait une sorte d'économie de rattrapage en Chine, je trouve que là, depuis les événements du Covid, la Chine est passée sur une économie de pionnier, c'est-à-dire d'avance, une économie d'innovation. Là où la Chine rattrapait... Surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Exactement. Et aussi dans le domaine automobile. Ce que j'ai vu en Chine sur ces 3 villes, je n'avais jamais vu en France ou aux États-Unis. J'ai vu des marques absolument incroyables, j'ai pris des taxis absolument fabuleux. Et je suis très heureux que ces marques-là, je pense à BYD, je pense à Zeekr, je pense à Geely, puissent venir aussi en France. Le choix, il doit être du côté du consommateur. Si on veut réussir cette transition énergétique, le choix il doit être du côté du consommateur. Aujourd'hui, je crois, 30 millions d'automobiles électriques dans le monde, la moitié est en Chine. 50% est en Chine. Donc on a beaucoup à apprendre de ça. Donc je vois les menaces de protectionnisme ou de régulation qui peuvent apparaître aussi en Europe. Mais je me dis, moi j'aimerais bien que le choix il soit du côté du consommateur en fait. Le matériel, il est bon maintenant, il est excellent, la technologie chinoise, elle est excellente. Il faut laisser le choix au consommateur. Là aussi, Romain, c'est une question de communication. Oui. Vous pouvez peut-être aller convaincre nos décideurs de Bruxelles, par exemple. En revanche, pourquoi pas c'est un challenge intéressant, difficile. Alors, ils n'ont pas besoin de moi pour décider et ils décideront comme ils le souhaitent. En revanche, je peux accompagner des entreprises chinoises en France à expliquer ça. Il ne s'agit pas de dire c'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut être l'un avec l'autre. Et donc, convaincre des grandes marques chinoises ou des grands constructeurs chinois de dire vous ne pouvez pas arriver en France ou en Europe sans expliquer, sans convaincre, sans accompagner votre croissance sur place et vous avez besoin d'opérateurs comme nous, ça je peux le faire. Mais je ne vais pas aller modifier la décision de Bruxelles ou de Paris, j'en ai pas la capacité, la prétention. En revanche, je pense que j'ai un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer en accompagnant ces opérateurs chinois en France pour leur expliquer voilà le contexte. Voilà l'environnement, voilà la cartographie politique,
En France, il y a des enjeux que vous n'avez pas, et inversement. Prenez en compte ces enjeux et adaptez votre communication en fonction de ces enjeux. La décision politique suivra. En tout cas, vous aurez fait le nécessaire. Arriver pour dire on arrive avec nos voitures, c'est pas suffisant. N'oubliez pas le triptyque. Hein. Je dois être légal, engagé, transparent. Légal, on l'est tous. Engagé, on ne l'est pas tous, mais on se soigne et on est de mieux en mieux. Et transparent, c'est un vrai travail. Ouvrir les portes. En fait, votre terrain de jeu, c'est en France et aussi en Afrique, avec des entreprises de l'Empire du Milieu, bien sûr. Et en fait, vous parliez tout à l'heure de ces entreprises chinoises qui sont présentes en Afrique. Elles sont au nombre de 4000. 4000, j'en ai recensé 4000 à peu près. Ouais. Et d'après mes statistiques, hein, le nombre d'entreprises chinoises en France est de 900. Est-ce que mes chiffres sont bons? J'ai les chiffres de 2021, je crois que l'investissement direct est autour de un peu moins de 5 milliards de dollars en France, donc ça doit correspondre. En Afrique, 4000 entreprises, vous avez 54 pays. En France, vous avez un pays, 900 entreprises. Ah bah oui, c'est vrai que... Le potentiel, il est énorme c'est pas en France. Le potentiel, il est absolument énorme. Et donc, le réservoir... c'est ça qu'il faut voir. Exactement. Et puis, Camille, en allant plus loin, allez, on tire la ficelle ensemble. On s'est installé entre la France et l'Afrique, on a travaillé entre la Chine et l'Afrique. Je suis sûr qu'il y a une sorte de tripartisme à avoir entre le continent africain, pas le choix, quasiment 2 milliards d'habitants dans 30 ans, 2 milliards d'habitants dans 30 ans. La 3e mégapole mondiale sera Vous avez un marché en énorme, Afrique. L'âge médian est à 19 ans. Soit on fait très jeune, avec ce continent africain, soit on n'existe plus. Et donc il n'y a pas le choix. Et c'est même pas demain, c'est que c'était hier en fait, Camille. Les choses ont déjà commencé. Donc soit on prend en compte le continent africain, le dynamisme chinois et la croissance en Chine, et je suis sûr que la France, dans ce cas-là, a un rôle à jouer. Un rôle de trait d'union, de passerelle. Alors, c'est assez abstrait. La France a un rôle de trait d'union, de passerelle. Et pourtant, avec l'arrivée massive d'entreprises chinoises sur le continent africain, on entend souvent dans les médias français un discours qui consiste à dire, la Chine pratique en Afrique le néocolonialisme. Et est-ce que vous pensez que la France est en train de perdre de son influence auprès des pays africains francophones? Camille, je ne vais pas répondre directement à votre question parce que je considère que c'est une question piège. Je ne veux pas antagoniser. Je ne veux pas dire qu'il y en a un qui perd et l'autre qui gagne, ou inversement. Je pense que le territoire d'expression, il s'agrandit. À raison, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça que vous voulez. À raison de 3, 4, 5, voire 8, 9, 10% de croissance annuelle pour certains pays, la carte, elle s'agrandit. Il y a de la place pour tout le monde, des Français, des Italiens, des Turcs ou des Chinois. Et donc, je ne veux surtout pas dire que cette influence française perd du terrain au profit de tel ou tel acteur. Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde et que ça doit se considérer en partenariat. Il y a une expression chinoise qu'on connaît tous qui est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Je pense que c'est tout à fait exact en Afrique. Gagnant d'abord pour les populations en Afrique. Gagnant d'abord pour les populations en Afrique, ça c'est extrêmement important. Et en plus, ces populations en Afrique ou ces opérateurs en Afrique ont besoin d'opérateurs internationaux. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on entend souvent ce discours dans les médias français, ce discours négatif qui consiste à dire, donc la Chine pratique du néocolonialisme en Afrique. Pourquoi? Est-ce que ça correspond plus ou moins à la réalité ou alors c'est on va dire, c'est un point de vue biaisé je vais utiliser une technique teinté d'idéologie. Je vais utiliser une technique de communicant pour ne pas répondre à votre question. Mais j'aimerais bien avoir une réponse plus directe. J'ai une réponse directe en vous citant plusieurs exemples. En Afrique, où j'ai des opérateurs, des entreprises en Afrique, qui emploient plusieurs milliers de personnes en Afrique, qui ont des investisseurs chinois, notamment dans le domaine des mines, et qui sont dirigés par des Français. Je vous assure que ça fonctionne. Et ça fonctionne encore mieux quand il y a les trois parties. Quand vous avez un management français ou francophone, français en tout cas, il y a une sorte d'évidence à travailler ensemble entre le pays, la France et le continent africain. Bien sûr. Il y a une sorte d'évidence à cela, évidence historique, évidence de fuseau horaire, évidence de monnaie, évidence de langue.
La langue française vous ouvre plusieurs dizaines de pays en Afrique. Et donc ça fonctionne très bien quand vous mettez un management ou une gouvernance francophone, française en tout cas. J'ai beaucoup d'exemples en Afrique d'entreprises. Je ne veux pas les citer, en Guinée par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez des entreprises ivoiriennes ou guinéennes avec un actionnaire chinois derrière et un management français. C'est là où je me dis, tiens, il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer pour être le trait d'union entre deux mondes qui ne sont pas du tout les mêmes, deux univers. Vous avez un pays extrêmement puissant, la Chine, vous avez 54 pays qui sont en devenir. Qui sont en devenir, c'est ça le mot. Oui. Certains deviennent déjà, certains sont plutôt prometteurs, certains mettront plus de temps. Mais passer par la France dans ces routes de la soie, vous y croyez, la route de la soie? Je y crois beaucoup. Je ne suis pas sûr que ce soit une seule route avec une direction. Je pense que ça peut renouer des liens avec l'Europe, et notamment avec la France. La France a besoin de l'Afrique, et la France a besoin de la Chine. Et donc la France doit pouvoir jouer un rôle entre ces deux zones et territoires du monde. Alors, selon vous, quel rôle l'Afrique, que vous connaissez très bien, pourrait-elle jouer dans la dynamique économique entre la France et la Chine, alors, concrètement? Là aussi, il y a quelque chose à faire avec des opérateurs africains qui emploient des ressources, des profils et des personnels africains, qui ont parfois des capitaux français dans le domaine des mines, par exemple, ou dans le domaine des industries, et qui ont des opérations qui peuvent aller chercher de la main-d'œuvre ou qui peuvent aller chercher de la transformation en Chine. Je n'ai pas encore d'exemple d'entreprises africaines qui réussissent en Chine avec un triptyque français. J'ai un exemple d'entreprise chinoise qui réussissent en Afrique grâce à un triptyque, grâce à un passage vers la France. Donc ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Je pense que c'est ce tripartisme, alors je l'invoque un peu, j'ai quelques exemples, mais je pense que c'est l'une des solutions. Et la communication aide. Ben justement, alors vous parliez tout à l'heure des métiers des communicants et de la stratégie de la communication. Oui. Selon vous, de manière globale, quelle est la différence de la perception de communication entre la Chine et la France? Vous savez, la France, vous connaissez bien la France et en particulier Paris, on est sur deux univers totalement différents. Je connais un peu la Chine, très peu, mais de plus en plus. Je parlais tout à l'heure de cette logique de propagande. Alors, c'est un mot anglais, propaganda. Je n'ai pas réussi à mieux le traduire, mais en français, on dit propagande. Rien que ce terme de propagande, qui est un terme tout à fait usuel quand il s'agit de communication en Chine, il provoque en France de l'urticaire. Parce que la propagande, on impose. Parce que la propagande, on contraint. Parce que la propagande, on ne laisse pas les autres penser ou réfléchir. En France, vous avez exactement l'inverse. Plus il y a de propagande, plus vous allez avoir des gens dans les rues pour dire « je veux pas de propagande ». Et donc, notre modeste rôle, à nous, communicants, nous on le fait sur un certain créneau, mais il y en a d'autres qui le font aussi bien que nous, voire mieux, c'est justement de convertir, de sortir de cette logique de propagande et de la transformer en logique d'explication. Quand ces constructeurs automobiles chinois voudront le faire, je pense que les décisions politiques accompagneront ça, en France et en Europe. Ce n'est pas un coup de baguette magique, encore une fois, c'est du travail au long cours. Mais si les opérateurs, si les acteurs européens voient que des opérateurs chinois font des efforts là-dessus, il y a un bout de chemin qui est fait, Camille.